Je ne comprends toujours pas quelle foi, aveugle et obstinée, nous a guidés lorsque nous avons planifié ce voyage. Notre route vers le Baïkal a été conçue comme quelque chose de presque sacré. S'éloigner du bruit de la ville, respirer de l'air pur, sentir le pouvoir ancien de l'eau et de la glace, même si elle a déjà fondu. En fait, nous sommes, moi, Sergej, ma petite amie Marina et 4 autres amis. André, qui est là fasciné par l'idée de l'écotourisme. Sacha, qui est pour n'importe quel mouvement. Vika, qui préfère tout ce qui est somistique. Et Gennady, dont le nom est Jenna, le plus sceptique d'entre nous. Il ne croyait pas aux vieilles légendes, crachait sur les histoires pseudo-religieuses et ne faisait que rire lorsque nous évoquions tous les 3 la possibilité de voir quelque chose de paranormal. Nous considérions le Baïkal comme le cœur palpitant de la Sibérie. J'avais lu qu'il s'agissait de l'un des plus vieux lacs du monde, capable de renfermer des secrets vieux de plusieurs millions d'années. Vika a écouté mes récits avec un regard brûlant. Jenna m'a seulement fait signe de la main. Mais tout le monde a acquiescé en disant que ce serait cool d'aller là-bas, de vivre dans des tentes, d'organiser des vacances locales, sauvages. Nous ne savions pas ce qui nous attendait. À l'époque, cela semblait être une aventure inoffensive. Les choses se sont bien passées les 2 premiers jours. Nous avons installé notre campement relativement près du rivage, mais à l'écart des sentiers de randonnée. La zone se trouvait juste à l'endroit où le bruit courait qu'une inspection officielle devait être effectuée par le président en personne. Les journaux ont parlé de la prochaine visite de Poutine. Ce n'était pas la première fois qu'il venait évaluer la situation autour du Baïkal et donner des instructions sur le développement de la région. Aucun d'entre nous ne pensait pouvoir le croiser littéralement. Nous aurions été surpris d'apercevoir de loin un hélicoptère ou un cortège, et nous serions passés à autre chose. Mais la réalité s'est avérée plus effrayante que n'importe quelle rencontre avec des dignitaires. Le jour de l'arrivée de Poutine, nous avons vu un groupe de personnes en costume noir se précipiter dans le quartier. Forces de l'ordre, garde de sécurité ou FSO, ce que j'ignore. Il y a même eu un moment où l'on nous a demandé de déplacer légèrement notre tente, parce que, soi-disant, un site d'atterrissage d'hélicoptères était prévu à cet endroit. Mais les types en costume nous ont dit « Vous savez quoi? Restez ici, restez juste un peu plus loin, ne dérangez personne. » Et ils sont partis. La bizarrerie a commencé dans la soirée. Tout s'est calmé, les gardes ont disparu quelque part, il n'y a presque plus personne à voir. D'habitude, quand la télévision montre de tels voyages dans les régions, il y a tout un entourage autour du président, des gens en veste et avec des dossiers. Mais nous n'avons vu personne. C'était comme s'ils avaient mis en place une garde ostentatoire pour la journée, et qu'à la nuit tombée, le président était de rester seul pour une raison ou une autre. Nous étions assis près du feu, discutant de ce que nous ferions demain. Pêcher, peut-être une petite excursion dans la montagne voisine, où se trouve un ancien temple chamanique, dont Vika avait lu l'existence. Au loin, à travers la fumée du feu et le demi-sommeil, Sacha a été le premier à remarquer un mouvement. Une silhouette solitaire, vêtue de noir, a clignoté sur la rive du lac, à une centaine de mètres de nous. Les silhouettes des lumières de la station Baïkal étaient vaguement visibles sur l'autre rive. Et ici, le clair de lune donnait à la surface de l'eau un aspect irréellement argenté. Tout l'équipage s'est tu, essayant de comprendre ce que c'était, peut-être un pêcheur local qui, de loin, ressemblait à un homme en costume. Mais la silhouette en mouvement n'était que trop familière, comme en témoignent d'innombrables reportages télévisés. Nous avons vu la démarche caractéristique, la carrure compacte et, surtout, les traits du visage, bien que partiellement obscurcis par les ombres. Cela semblait incroyable, mais nous avons reconnu cet homme comme étant le président. Il s'est dirigé directement vers l'eau, sans lanterne
sans escorte. Nous sommes de rester assis tranquillement, sans oser bouger. Nous pensions que nous serions signalés pour voyeurisme si nous nous approchions un peu plus. Mais je voulais savoir ce qu'il faisait seul au bord du lac au milieu de la nuit. S'agissait-il d'une sorte de rituel privé ou d'une réunion secrète? Ni Sacha, ni Andrei, ni moi n'avons osé nous lever. Seul Vika, poussé par la curiosité, s'est soulevé doucement et nous a proposé de nous approcher en nous cachant derrière les buissons et les reliefs de la rive. C'est ce que nous avons fait. Notre groupe, ou plutôt la plupart, essayait d'être le plus silencieux possible, mais l'adrénaline montait en flèche. Que nous ayons peur du FSO ou non, une force inconnue nous tirait vers ce spectacle étrange. La chose la plus importante de notre vie, quelque chose qui dépasse la fiction. Nous respirions à peine en avançant à travers les pins bas et les mauvaises herbes. Nous nous sommes arrêtés lorsque nous n'étions plus qu'à 20 mètres du rivage. Le président s'est arrêté sur une rive où l'eau éclaboussait les rochers. Pendant 1 minute ou 2, il a semblé réfléchir à quelque chose, regardant au loin. Puis, lentement et avec détermination, il a commencé à enlever ses vêtements de dessus. Non, nous n'avons pas assisté à une scène de nudité, mais il a laissé son costume sur les rochers, l'a plié proprement et s'est retrouvé, je pense, avec seulement son maillot de corps et son pantalon, qu'il a retroussé juste au-dessus de ses genoux. Il a fait un pas en avant et s'est jeté dans le lac. Le silence devint tel que nous pouvions entendre les brindilles craquer sous nos pieds et les roseaux émettaient un son aigu. Mais personne n'a bougé. Poutine est entré dans l'eau jusqu'à la taille, comme pour en vérifier la température. Dans cette lumière, il semblait que la surface du lac devenait un peu plus claire autour de ses pieds. Mais sur le moment, j'ai pensé qu'il s'agissait simplement d'un reflet de la lune. Soudain, l'eau s'est mise à briller d'une légère teinte verdâtre. Quelque chose l'éclairait de l'intérieur, du fond, des grandes profondeurs du Baïkal. Nous avons vu des éclairs vert-orange, comme s'ils clignotaient, se transformer lentement en une lumière constante, qui devenait pâle, mais clairement perceptible. J'ai senti un frisson me parcourir l'échine. Andrei a chuchoté. « Tu vois ça? C'est du phosphore? Ou une sorte de gaz ?» Marina, essoufflée, a porté la main à sa bouche. Jenna se contenta de fredonner, mais lui non plus ne pouvait plus détourner le regard. Vika était assise à côté de moi, son regard exprimait la joie et l'horreur mêlées. Le président était resté debout dans l'eau, le regard fixe. La lumière autour de lui s'intensifie. Je ne sais pas comment la décrire. C'était comme une aurore boréale sous-marine, mais trop localisée et inquiétante. Je n'avais jamais vu les eaux du lac Baïkal briller de la sorte, et encore moins la nuit. Dans les manuels, on parle de bioluminescence dans les mers et les océans. Mais ici, dans un lac d'eau douce, le phénomène semblait se manifester avec une vibration démoniaque. Il s'est alors passé quelque chose qui me hante encore, aujourd'hui, et me donne des cauchemars. Des silhouettes sont apparues dans les profondeurs, à l'intérieur de ce cercle lumineux. Au début, on aurait dit des poissons, pris accidentellement dans les rayons de lumière, mais les poissons ne sont pas si grands, étroits et avec des bras. Oui, je pouvais clairement voir que ces créatures avaient également des membres très longs, quelque chose comme des bras humains, mais démesurément allongés, avec des articulations cassées, et leur tête était allongée, sans contour facial clair, comme pointé vers le haut, avec des creux ridicules à la place des yeux. Ils étaient 3. Ils sont sortis à la nage presque sans un bruit, comme si le moindre bruissement d'eau avait touché nos oreilles. Je ne saurais dire s'ils nageaient ou s'ils marchaient sur le fond. Ils semblaient glisser. Tous les 3 ont entouré le président en demi-cercle. Ils se tenaient là, comme en transe, et je vous jure qu'ils n'avaient pas l'air d'avoir peur. Au contraire,
Il les regardait comme s'il s'agissait de vieilles connaissances qui venaient de réapparaître après une longue absence. Nous nous sommes faillis figer. Jenna a juré sous son nez, mais si doucement qu'il était presque inaudible. Sacha a bredouillé quelque chose. Peut-être que ce sont des gens en costume, des gens qui font des films. Nous ne comprenions vraiment pas ce qui se passait, mais la lumière vert pâle dansait autour de nous, éclairant ces silhouettes aux bras longs dont les contours se précisaient comme si elles commençaient à émerger d'une ombre floue. S'il s'agissait de costumes, ils étaient incroyablement subtils et sinistres. Je me suis alors rendu compte que mes jambes étaient devenues cotonneuses. Mon cœur battait la chamade. J'avais envie de m'enfuir, mais j'ai repris mon souffle. Et Vika regardait avec le même mélange d'horreur et de curiosité. Je sentais ses mains trembler et ses doigts s'enfoncer dans mon épaule. Les créatures ont commencé à faire des mouvements étranges qui ressemblaient au langage des signes. De longs bras se fléchissaient, pointaient vers le haut et vers le bas, comme pour montrer ou ordonner quelque chose. Le président se tenait au centre de ce rituel. Parfois, il hochait la tête. Parfois, il levait légèrement la main, comme s'il leur répondait. On ne savait pas s'ils avaient des sons, des paroles. Tout semblait silencieux. Seules les vagues de bruissaient à peine contre les dérochers. Enfin, l'une des créatures tendit la main vers l'épaule du président, et elle a laissé ses longs doigts se toucher. À ce moment-là, j'ai vu la lumière pâle envelopper sa silhouette avec plus d'intensité. C'était comme s'il était entré dans une profonde méditation. J'ai remarqué qu'autour de son corps, à travers ses vêtements, des lueurs glissaient, comme si une énergie verte fantomatique dansait sur lui. Puis le mouvement s'est arrêté. Les créatures se sont figées, le président s'est retourné calmement et a commencé à marcher lentement vers le rivage. Je n'arrivais pas à croire qu'il s'éloignait si facilement alors que les créatures restaient dans l'eau. Mais la chose la plus effrayante s'est produite ensuite. Dès qu'il a posé le pied sur les rochers, l'une des créatures a également montré quelque chose avec sa main, comme si elle pointait dans notre direction. Je suis sûr que nous étions assez loin, cachés dans l'obscurité, et qu'il était difficile de nous distinguer. Mais la sensation d'être repéré est arrivée soudainement, comme un coup derrière la tête. André a presque poussé une exclamation silencieuse, et moi, j'ai eu une peur bleue. Nous nous attendions à être poursuivis ou attaqués, mais il ne s'est rien passé. Les créatures se sont figées dans l'eau, puis se sont enfoncées dans les profondeurs. Poutine enfila sa veste, s'habilla sans hâte et, ramassant quelques paquets, nous ne savions pas de quoi il s'agissait, s'éloigna tranquillement le long du rivage. Il semblait pleinement confiant dans son invulnérabilité. Ce n'étonne que quelques minutes après qu'il eut disparu au coin de la rue, que nous avons compris qu'il ne s'agissait pas d'une obsession collective. Une lumière pâle a scintillé sur cette partie de la rive pendant un certain temps, et le lac a semblé respirer au rythme de son propre rythme sinistre. Nous sommes retournés au feu sans dire un mot. À l'aube, nous avons commencé à partager nos impressions, discutant fébrilement de ce que nous devions faire et si nous devions parler à quelqu'un de ce que nous avions vu. Jenna insista. « Tu as tout vu toi-même, mais crois-moi, c'est une sorte de mise en scène. Ce n'est pas possible que de telles créatures existent vraiment. » Mais sa voix tremblait. Vika nous a convaincus qu'il s'agissait d'une ancienne mystique chamanique et qu'il, peut-être, et vraiment, avait passé un accord avec ces créatures. Le reste d'entre nous a tourné la tête en répétant « Allons-nous sortir d'ici vivants ?» Sous les plaisanteries si nerveuses se cachait une grande inquiétude. À l'époque, nous ne savions pas que la chose la plus terrible n'était pas la rencontre sur l'eau, mais ce qui s'était passé la deuxième nuit. Le deuxième jour après l'étrange incident nocturne, nous avons passé une journée déprimée. Personne n'osait s'éloigner seul du camp. Le programme initial du voyage semblait se moquer de ce que nous avions vu. Quel genre de pêche ou d'excursion y a-t-il
lorsque 3 créatures, aux bras anormalement longs et aux têtes étroites et allongées, se tenaient devant nos yeux, et qu'à côté d'elles se tenait un homme que tout le pays connaît comme étant le président. Cependant, la vie dans la nature a son prix. Nous devions ramasser du bois, faire cuire les aliments et transporter de l'eau. Nous avons échangé de courtes phrases. Ce n'est qu'à l'heure du déjeuner qu'une apathie léthargique s'est emparée de nous. Et certains d'entre nous ont commencé à se comporter comme si tout ce qui s'était passé n'était qu'un mauvais rêve. Jenna, par exemple, s'est mise à fulminer qu'il aurait pu s'agir de plongeurs déguisés du FSO avec des lumières chimiques sous l'eau. Il s'agissait d'une mise en scène politico-technologique ou d'un rite de consécration de la zone dans le cadre d'une autre action de relations publiques. Mais même lui disait cela avec une étrange lueur dans les yeux, comme s'il ne se croyait pas lui-même. Marina, ma petite amie, a essayé de me soutenir, m'assurant que nous devons en quelque sorte garder notre raison et ne pas tomber dans la paranoïa. Elle m'a proposé de nous promener l'après-midi le long de la côte pour voir l'endroit où tout s'était passé. Si c'était un canular, nous trouverions des traces de matériel, des caméras, des fils. Au moins des preuves. J'ai accepté, car j'étais partagé entre la curiosité et la peur. Nous sommes allés seuls, laissant les autres au camp. Il n'y avait aucun signe d'hélicoptère, de garde ou de gens en costume sur le chemin, alors qu'il y en avait eu beaucoup plus tôt dans la journée. Le président et son entourage semblaient avoir disparu, laissant la côte déserte. Seul le vent sifflait entre les rochers de la côte et les mouettes locales, indifférentes à la politique mondiale, tournoyaient au-dessus de nous à la recherche de poissons. Nous avons trouvé le même banc, et en effet, il n'y avait aucune marque caractéristique, seulement de l'herbe légèrement froissée, là où peut-être quelqu'un s'était tenu debout, et de petites indentations dans le sable. Pas une goutte de sang, pas de costume d'aucune sorte. Pour une raison que j'ignore, j'étais persuadé qu'il y aurait là quelque chose d'horrible, des morceaux de peau ou des éclats d'une matière inconnue. Mais il n'y avait rien. C'était comme si la nature elle-même avait caché toutes les preuves, s'il y en avait. Nous sommes de rester là, à regarder autour de nous. Le lac scintillait au soleil, mais il n'y avait aucune trace de la redoutable lueur verte. On pourrait croire que l'horreur n'existe pas, que tout est inventé. Mais nous l'avions vu, et nous ne l'avons pas oublié. Sur le chemin du retour, nous sommes tombés sur un bidon métallique ridicule et légèrement abîmé. Il semblait avoir été laissé dans les buissons, comme s'il était vide. Marina a attiré mon attention. Sur le côté du bidon, il y avait un marquage étrange, des lettres latines incompréhensibles et une numérotation. BHS 13. J'ai lu. Cela ne ressemblait pas à de l'essence. Ce n'était certainement pas une gourde de l'armée. Nous avons pensé qu'il s'agissait probablement d'une pièce d'équipement non touristique. Mais plus je le regardais, plus sa nature me paraissait inexplicable. C'était comme si le bidon était trop léger pour du métal, et il était froid au toucher. J'ai dit en riant qu'il s'agissait d'un conteneur extraterrestre, mais Marina n'était pas d'humeur à plaisanter. Nous avons ramené le bidon au camp, décidant de le montrer à Jenna et Andrei. André s'est immédiatement mis à le tourner comme une énigme technique, essayant de comprendre son utilité. Jenna se pencha en arrière et marmonna. « C'est n'importe quoi, il n'y a pas de traces, ici. » Mais il continuait à regarder de temps en temps les inscriptions. Vika suggéra qu'il s'agissait peut-être d'un récipient pour un fluide rituel ou d'une substance secrète, utilisée pour le rajeunissement. Il faut savoir que Vika s'intéressait aux théories du complot et complétait facilement tout ce qui était surnaturel par des significations et des sens ésotériques. Jenna s'est contentée de renifler, qualifiant cela de délire alimenté par des histoires d'épouvante sur Internet. C'est là que nous nous sommes arrêtés.
personne ne pouvait donner une explication raisonnable à la boîte de conserve. Le soir, nous avons décidé de reprendre la garde. Quelqu'un devait rester éveillé pendant que le reste d'entre nous dormait. Je me suis porté volontaire pour la première garde, de 22h à 1h du matin. Puis, je devais être remplacé par Sacha et, le matin, par Andrei. Tout le monde était d'accord. Le soir, nous nous sommes de nouveau assis autour du feu, essayant de nous distraire en discutant. Officiellement, nous pensions que nous allions nous contenter de passer ces journées et partir. Mais je pouvais voir l'anxiété non dissimulée dans les yeux de chacun. Vers minuit, les gens se sont dispersés dans leurs tentes. Je suis resté près du feu, tenant une petite hache sur mes genoux, juste au cas-où. Vraiment, je ne comprends pas ce qu'elle pourrait faire contre de tels monstres sous-marins s'ils sortaient du lac. Mais le fait même d'avoir une arme entre les mains me donnait un certain sentiment de contrôle. Le lac était étonnamment calme et silencieux. La nuit devenait plus froide, une légère brume descendait jusqu'au bord de l'eau. À la lumière de la lune et des étoiles, le Baïkal paraissait extraordinaire, comme un immense miroir noir. Je l'ai regardé en essayant de ne pas me souvenir des cauchemars de la veille, mais chaque éclaboussure d'eau me faisait grimacer. Je me suis surpris à écouter chaque bruissement. Quelqu'un marchait-il le long du rivage? Près d'une heure s'écoula ainsi. Il ne se passait rien, seulement le bruissement des roseaux. J'ai commencé à picorer un peu mon nez, essayant de dissiper la somnolence avec du thé chaud provenant d'un thermos. À un moment donné, j'ai levé les yeux vers le ciel, remarquant les étoiles qui y scintillaient. Et puis, il m'a semblé que quelqu'un bougeait dans l'eau. Mon cœur s'est mis à battre la chamade. Je me suis levé brusquement et j'ai regardé le lac. Il n'y avait pas de lueur verte, mais j'avais l'impression bizarre qu'il y avait quelqu'un au fond, qui attendait un signal. Au bout de 5 minutes, plus rien, juste une légère ondulation de l'eau. Je suis retourné à ma place près du feu et je me suis assis, essayant de me calmer. Je me suis dit, c'est peut-être juste un gros poisson, mais la nervosité ne disparaissait pas. Sacha est bientôt venu me changer. Je lui ai raconté brièvement ce que j'avais vu. Il n'a fait que murmurer, mais m'a dit qu'il pouvait s'en occuper. Je lui ai demandé, « Fais attention, s'il se passe quelque chose, fais monter tout le monde en même temps. » Je suis monté dans la tente de Marina en essayant de ne pas la déranger. Elle respirait anxieusement et tremblait un peu dans son sommeil. Je n'ai pas réussi non plus à dormir longtemps, mais la fatigue a pris le dessus. Quelques heures plus tard, alors qu'il était temps de se lever pour la ronde du matin, j'ai été réveillé par un grand cri. J'ai sauté hors de la tente et j'ai vu Sacha debout au bord de l'eau, se tenant la tête et criant. Ses yeux étaient poncés fous et il criait quelque chose d'inaudible. Tout le monde a sauté, tous ceux qui portaient quelque chose. J'ai couru et je l'ai attrapé par l'épaule. Il tremblait comme une fièvre. Sur le rivage, j'ai vu des traces de pas, comme si quelqu'un avait traîné quelque chose de lourd sur le sable. Mais il n'y avait plus personne. Sacha a essayé d'expliquer. Ils sont sortis. J'ai vu. Ils ont pris. Ses mots s'embrouillaient. Ou ils ont emmené qui? Cria Jenna en regardant autour d'elle. C'est à ce moment-là que je me suis rendu compte qu'Andrei n'était pas dans la tente. Nous avons commencé à tâtonner, à l'appeler. Il n'y avait pas de réponse. Sacha a gémi en disant « Je me suis endormi pendant quelques minutes, peut-être. Je me suis réveillé à cause du bruit et je les ai vus. Ces longs bras. Andrei est là, dans le brouillard. Ils l'ont emmené. » Sacha s'est alors tu, se mordant la lèvre, et nous avons réalisé, horrifiés, que l'un de nous manquait à l'appel. Nous nous sommes immédiatement mis à courir, le long du rivage, à regarder dans l'eau, à crier le nom d'Andrei. Mais rien ne s'est passé. Le lac était sourd et noir. Sacha s'est excusé, disant qu'il n'avait pas veillé sur lui, qu'il s'était déconnecté pendant 1 seconde.
et quand il a ouvert les yeux, il a vu les mêmes longs membres s'étirer hors de l'eau. Andrei avait dû se tenir trop près du bord de l'eau. Peut-être voulait-il se laver le visage ou s'étirer. Et c'est à ce moment-là que les créatures ont attaqué. Jenna essayait encore de dire que c'était n'importe quoi, que ce n'était pas vrai, et qu'Andrei était probablement parti ailleurs. Mais c'est alors que nous avons vu ces empreintes de pas qui menaient jusqu'au rivage et, en parallèle, d'autres empreintes maculées, comme si elles avaient été laissées par d'énormes mains ou pattes. Elles étaient à peine visibles dans le sable mouillé. J'avais peur de croire que c'était si réel, mais une boule s'est formée dans ma gorge. Toute la journée, nous avons marché pour essayer de retrouver Andrei. Vika nous a supplié d'appeler la police, les services d'urgence, mais Jenna s'est montrée morose. Nous allons leur expliquer tout ce que nous avons vu. On va se moquer de nous, ou pire, nous prendre pour des fous ou des criminels. Et puis, il n'est pas sûr qu'ils nous laissent sortir du tout, si Poutine a des secrets ici. Nous n'avons cependant pas rejeté l'idée d'appeler les forces de l'ordre. Les communications mobiles étaient instables, mais il était possible de capter un signal sur une colline, à environ 2 kilomètres de là. Par conséquent, le soir, Jenna et Vika sont allés de téléphoner là-bas, tandis que moi, Marina et Sacha sommes restés au camp, craignant de manquer Andrei s'il revenait soudainement. Mais il n'est pas revenu, et Vika et Jenna sont revenus quelques heures plus tard, sans rien. Elles ont appelé la police, mais elles n'ont pas obtenu de réponse concrète. Seulement, nous allons prendre une déposition, nous vous attendons au poste. Ils ont dû expliquer confusément qu'un homme avait disparu, mais ils n'ont pas voulu parler des détails de l'autre monde. La nuit est retombée. Nous ne savions plus quoi faire. Attendre le matin, aller à la police, mais si nous étions portés disparus, nous aussi. Que faire? La confusion était totale. Marina, Sacha et moi avons décidé de ne pas dormir du tout et de nous asseoir près du feu. Jenna et Vika, qui se trouvaient dans une tente, ont également eu du mal à s'endormir. Mais vers 3 heures du matin, nous avons commencé à être envahis par une terrible somnolence, comme si quelque chose obscurcissait notre conscience. J'avais l'impression d'avoir les yeux doubles. J'avais du mal à tenir en place. Soudain, un clapotis et c'est venu de l'autre bout de la rive. Nous nous sommes levés instantanément, surpris. J'ai saisi la lanterne, Sacha a saisi le couteau, Marina s'est placée un peu dans notre dos. Nous avons dirigé le faisceau dans l'obscurité. Quelque chose qui ressemblait à une silhouette humaine, mais déformée, avec des bras démesurément longs, se tenait au bord de l'eau. Elle nous regardait si elle avait des yeux. Derrière elle, plusieurs autres silhouettes similaires flottaient. Je ne pouvais pas distinguer les détails, mais je sentais leur présence froide et inquiétante. Le lac s'est remis à briller d'une pâle lueur verdâtre, mais elle était faible, comme si elle venait des profondeurs. Nous avons reculé, car l'une des silhouettes a fait un pas vers nous, et au même moment, Jenna a surgi de derrière les tentes, ayant apparemment entendu le bruit. Il a sorti un pistolet de sa poche. Il s'avère qu'il ne nous l'avait pas dit, mais qu'il portait un pistolet traumatisé ou quelque chose de similaire. Il a commencé à crier en pointant son arme sur ces créatures. Mais elles ne se sont pas enfuies, elles ne se sont pas jetées, elles sont restées immobiles. Puis, l'une d'entre elles a tourné la tête dans notre direction, de sorte que j'ai reconnu quelque chose comme 2 creux sombres, à l'endroit où se trouvent les yeux des gens. Je ne veux pas me souvenir de ce moment, parce qu'au même instant, j'ai senti quelque chose se presser en moi et j'ai poussé un cri d'horreur silencieux, comme si cette créature avait directement envahi mon cerveau, scannant toutes mes peurs. Jenna tira à ce moment-là et il y eut un bruit sec, mais la balle sembla traverser la silhouette sans la blesser le moins du monde. La créature oscilla, puis frétilla et recula vers l'eau. Les 2 autres derrière elle commencèrent à faire une sorte de mouvement de main, comme pour l'éloigner ou la montrer du doigt. « Va-t'en,
La seconde d'après, ils disparurent dans le lac en glissant doucement, sans faire de bruit. L'eau s'est refermée, la lumière verte s'est éteinte et l'obscurité était tombée. La brume ondula et engloba tout l'espace, sans laisser de traces. Nous sommes tombés à genoux, comme des animaux traqués, ne sachant que faire. C'est le moment ou jamais. S'ils veulent nous prendre, nous ne pourrons pas résister, dit Jenna en jetant l'arme traumatisée et inutile. J'ai vu son visage se contorsionner d'impuissance. Sacha était resté silencieux, serrant le couteau. Marina sanglotait, serrée contre moi, et je n'avais moi-même qu'une envie, courir partout où je pouvais, juste pour ne pas voir ces maudites silhouettes. Mais le pire restait à venir, ce qui s'est passé le lendemain, lorsque ceux que nous ne nous attendions pas à voir sont revenus. Au matin, nous ressemblions à des zombies. Nous n'avons pas dormi normalement pour le deuxième jour. Tout le monde était sur les nerfs. Andrei avait disparu. Un membre de notre groupe avait disparu. Et il n'y avait pas d'explication logique aux événements. Nous avons fait nos bagages, décidé de quitter le camp et de nous rendre au village le plus proche pour contacter la police et le ministère des situations d'urgence et décider ensuite de la marche à suivre. Nous n'avions aucune envie de rester au bord du lac. Non loin de là, à une dizaine de kilomètres, il y avait un village où se déroulaient des excursions. Nous avons pensé nous y rendre dans la demi-journée, ou au moins un moyen de transport viendrait nous chercher. Mais à peine avions-nous plié nos tentes que nous avons soudain entendu le grondement de voitures, au loin. Nous étions alertes. Un cortège, plusieurs SUV, est apparu sur la route qui s'enfonce dans la côte. Nous pensions qu'il s'agissait de la sécurité du président ou des autorités locales. Il n'y avait pas d'endroit où se cacher, et nous n'en voyions pas l'intérêt. S'il s'agissait de sauveteurs ou de policiers, il valait mieux aller vers eux. 2 hommes en costume noir sont sortis de la première Jeep. L'un d'eux a fait un signe de la main, ostensiblement pacifique. Mes amis se sont agités, ne sachant pas comment réagir. Mais nous nous sommes dirigés vers eux, en essayant d'expliquer « Un homme a disparu, nous devons le chercher. Aidez-nous ». Ils ont écouté, plissé le front. L'un d'eux a sorti une radio et s'est mis à marmonner quelque chose. Puis, un troisième s'est approché de nous, soit un fonctionnaire, soit un médecin, portant une cape blanche sur son costume. Il nous a dit d'un ton calme qu'ils allaient de nous aider maintenant, qu'ils étaient à la recherche d'Andrei, et nous a demandé de rester calme et d'aller avec eux pour témoigner. Jenna, bien sûr, a soupçonné quelque chose d'anormal, mais personne n'était agressif, et nous avons accepté. De toute façon, nous devions trouver Andrei d'une manière ou d'une autre. On nous a fait monter dans des voitures, on nous a aussi enlevé nos affaires. Moi, Marina et Vika, dans une voiture, Jenna et Sacha, dans une autre. En chemin, l'homme en blanc nous a posé des questions. Combien y a-t-il de personnes dans votre groupe? Quand votre ami a-t-il disparu? Quelles sont les informations dont vous disposez? J'ai répondu en essayant de ne rien cacher, mais en gardant le silence sur la scène avec le président et les créatures. Tout ce que j'ai dit, c'est qu'il s'était passé quelque chose d'étrange pendant la nuit, comme s'il avait été entraîné dans l'eau. L'homme écoutait avec un calme froid et prenait des notes. Prenant courage, j'ai demandé « Le président est-il encore là? Peut-être a-t-il organisé une opération de sauvetage ?» L'homme m'a regardé comme si j'avais dit une bêtise. Il m'a répondu « Je ne suis pas autorisé à commenter les mouvements des dirigeants du pays. Vous feriez mieux de vous occuper de votre santé. » Une demi-heure plus tard, nous sommes arrivés dans un bâtiment banal, à la périphérie d'un village, pas dans le village lui-même, mais un peu à l'écart. Une clôture, quelques 10 voitures, rien de particulier. À l'intérieur, il y avait un couloir avec des pièces qui ressemblaient à des salles d'hôpital. On nous a dit « Un médecin va vous examiner maintenant pour exclure l'hypothermie et l'état de choc. Ensuite, vous rédigerez une déclaration.
Marina et Vika ont fini par accepter. Elles n'en avaient même plus rien à faire. Je ne savais pas quoi faire. Gena et Sacha ont été emmenés de l'autre côté. J'ai demandé « Où sont nos amis ?» Réponse « Ne vous inquiétez pas, ils nous rejoindront bientôt. » On m'a emmené dans une salle, on m'a donné une injection de solodie sédatif sans explication. J'ai senti que mon corps ne m'obéissait pas, j'avais la tête embrouillée. On m'a emmené dans la salle de soins où j'ai vu Vika allongée sur le canapé, dans un état semi-conscient. On l'a emmenée et je me suis assise sur une chaise où l'on a commencé à me prélever du sang. Un homme en blanc est entré et a dit « Vous avez vu quelque chose que vous n'auriez pas dû voir. Personne ne vous a demandé de mettre votre nez là-dedans. » J'ai marmonné quelque chose et il a ajouté à voix basse « Il est trop parfois nécessaire de coopérer pour le bien de l'État, surtout avec ceux qui gouvernent ici, et pas seulement les humains. » J'ai ressenti une terreur panique, mais mon corps était en coton. L'homme a dit « Tu as peut-être encore de la chance, mais ton camarade qui a été enlevé est déjà en train de remplir une autre mission. » J'ai vu 2 hommes en noir qui traînaient dans quelque chose de lourd dans une couverture d'où sortait une main. Je crois que c'était la main d'Andrei. J'ai failli vomir, mais je n'ai pas pu crier ou résister. Puis ils m'ont laissé dans la pièce, attaché à une chaise par des sangles. Des minutes ou des heures se sont écoulées, je ne sais pas. J'ai entendu Gena jurer derrière le mur, puis ses cris se sont arrêtés. Quelque chose de métallique a cliqueté, comme si on l'avait emporté de force. Je me suis rendu compte que ces pondias médecins et ces boss forces de l'ordre étaient manifestement de mèche avec le côté mystique du Baïkal. Apparemment, Poutine est lui aussi au courant. Mon cœur s'est serré d'horreur. J'ai eu de la chance de pouvoir sortir à cause du vacarme. Il y a eu des cris dans le couloir, les lumières ont commencé à vaciller. Un homme en blanc a fait irruption dans mon bureau, n'a pas remarqué qu'une sangle de mes jambes était desserrée et s'est penché vers moi. J'ai levé le bras, je l'ai frappé avec le pied à perfusion. Il a vacillé. J'ai arraché la 2e sangle et j'ai sauté par la porte. Dans le couloir, j'ai vu Marina, l'infirmière qui l'avait laissée seule dans la précipitation. J'ai rencontré Sacha, qui s'était également libéré et courait partout avec une clé à molette, en criant qu'il cherchait Gena et Vika. Mais elles sont introuvables. 2 gardes armés sont apparus dans le couloir. Nous nous sommes précipités, avons vu la sortie de service et sommes sortis en courant. Personne ne nous a poursuivis tout de suite. Ils avaient probablement un problème plus important. Nous avons escaladé la clôture et nous nous sommes enfoncés dans les bois. Nos cœurs battaient dans la chamade. Nous avions du mal à respirer. Marina pleurait. Sacha était furieux. Nous n'avons jamais retrouvé Gena et Vika. Il n'y avait qu'une faible chance qu'elles se soient échappées, elles aussi. Mais je n'y croyais pas. Nous avons atteint une route de campagne. Un conducteur de tracteur est venu nous chercher et nous a emmenés au village le plus proche. Les habitants nous ont écoutés sans enthousiasme. Certains nous ont conseillé de partir loin, d'autres nous ont dit « Ne parlez pas trop, il pourrait vous emmener ». Le soir, nous avons loué une chambre à une vieille femme et le matin, je suis allé voir le policier du district pour lui annoncer la disparition de mon camarade. Il s'est contenté de hausser les épaules, de dire que beaucoup de touristes se perdent et qu'il ne voulait pas entendre parler de la lueur verte. Il a compris que c'était inutile. Nous avons décidé de retourner sur le rivage, au cas où nous aurions vu Gena ou Vika et trouvé des preuves. Nous avons marché toute la journée en évitant l'autoroute. Nous sommes arrivés au coucher du soleil, mais tout avait été nettoyé. Les tentes avaient disparu. Le feu était couvert. Les traces étaient recouvertes. Il ne restait plus qu'un bout de cellophane et notre vieux bidon. Je l'ai ramassé, quelque chose a gargouillé à l'intérieur et j'ai frissonné. Le lac s'étendait devant nous, majestueux et indifférent, comme s'il se moquait de nos peurs.
Nous avons vérifié nos téléphones. Sacha n'avait que des photos qui montraient vaguement une silhouette ressemblant au président, mais de loin, vaguement. Maintenant, prouvez-le à quelqu'un. Il n'y avait pas de photo avec un bras long. Dans sa tête tournait la pensée « Que faire maintenant ?» Marina suggère de chercher des chamans, de parler de mysticisme. Sacha pensait que c'était inutile face à une telle puissance et à de telles créatures. Mais nous n'avions pas d'autre choix. Nous avons entendu dire qu'il y avait un vieux sanctuaire non loin de là. Nous avons décidé de nous y rendre, dans l'espoir d'y trouver un indice. Nous avons marché pendant des heures dans la forêt, les lanternes indiquant à peine les chemins. Parfois, nous avons entendu des bruissements et nous avons tressailli, regardant autour de nous. Mais nous ne voyions personne d'autre. Enfin, nous sommes arrivés dans une clairière. Un faible feu y brûlait, devant lequel était assis un vieil homme vêtu de lambeaux de vêtements traditionnels, un chaman ermite. Il nous a vus et n'a pas eu peur, il a simplement hoché la tête. Sacha a été le premier à parler. Il nous a parlé en termes généraux des créatures de l'eau. Le vieil homme écouta attentivement, jeta une poignée d'herbes parfumées dans le feu. Puis, il dit tranquillement. Le Baïkal est un lac ancien. Il y a des forces dans ses profondeurs. Elles ne sont pas toutes mauvaises, mais certaines viennent d'autres mondes. Peut-être est-ce vous qui avez vu les anciens. Ils ont besoin de la coopération de gens forts pour se nourrir et rester ici. Nous nous sommes regardés l'un l'autre. Cela correspondait aux suppositions de Vicky. Le chaman disait « Ils veulent de quelqu'un qui dirige le peuple pour pouvoir le diriger à travers lui. Les autres sont des victimes, le sang, la peur. Votre président pourrait être dans le coup et l'État cache tout. Nous avons eu la chair de poule. Nous avons demandé s'il était possible de sauver nos amis disparus. Le chaman nous a conseillé d'accomplir un rituel. Il a jeté des herbes sur le feu, a frappé sur un tambourin, a dit qu'il voyait des choses de terribles, du sang, des rituels de rajeunissement, un chef qui payait pour cela. Il a ajouté que des amis étaient peut-être encore en vie et qu'on avait besoin d'eux comme sacrifice. À la pleine lune, les créatures remontent à la surface. Et si nous voulons sauver quelqu'un, nous devons nous rendre au même endroit. Sacha a serré les poings, il a dit qu'il prendrait le risque, ne serait-ce que pour se venger. Marina m'a serré la main. J'ai compris que c'était suicidaire, mais quitter mes camarades, c'était encore plus terrible. La nuit de la pleine lune, nous sommes retournés sur l'autre rive, derrière les rochers, accompagnés d'un chaman qui nous a promis une protection contre le feu. Sacha a acheté un double canon à un chasseur. Marina tremblait, mais elle était prête à se battre. La lune était énorme et brillante. Bientôt, nous avons entendu le grondement d'un moteur, des voitures sonnoires familières sont sorties. Des gens en costume ont sorti des brancards, sur lesquels étaient allongés Jenna et Vika, ligotées, inconscientes. Puis, le président est apparu, vêtu d'une cape noire. Il entre dans l'eau et tout se répète. Le lac s'illumine, 3 silhouettes hideuses surgissent des profondeurs. Une étrange cérémonie commence. Les hommes en noir sortent un grand récipient de sang, dans lequel Poutine s'immerge comme dans un bain, tandis que les créatures disent quelque chose par geste. Son visage reflète une étrange extase et des éclairs verts clignotent autour de lui. Le chaman a chuchoté « C'est le point culminant du rituel. Si nous voulons aider, nous devons frapper maintenant. » Sacha lève son fusil et tire sur l'un des gardes. Une fusillade s'ensuit, les hommes de costumés crient. Le chaman jeta les amulettes dans l'eau, une colonne de flammes jaillit. Les créatures s'agitent, reculent. Nous avons couru vers la civière, libéré Vika et Jenna. Le président a sauté hors de la cuve ensanglanté, criant à ses hommes. J'ai croisé son regard un instant. La lumière verte scintillait dans ses yeux et sa peau était gluante comme des écailles. Mais le chaman a frappé sur son tambourin. Le feu a jailli
et Poutine a reculé. Les créatures se lancèrent à notre poursuite, mais les flammes vives les effrayaient. Nous avons réussi à entraîner nos amis à l'écart en tirant à notre tour. Le brouillard et la fumée se mêlent. Les rafales de mitrailleuses résonnent sur les rochers. Nous avons couru jusqu'à la voiture, quelque part en chemin. Le chaman a été touché par une balle. C'était le chaos. Nous avons à peine eu le temps de charger la voiture que les cris derrière nous se sont calmés. Apparemment, les forces obscures ne nous ont pas poursuivis bien loin. Nous avons quitté la route, nous nous sommes cachés dans les bois, puis nous avons pris l'autoroute. Le chaman y est mort sur la route, en chuchotant « Partez, préservez la vérité sur les anciens ». J'ai pleuré, ne réalisant pas où tout cela nous mènerait. Vika et Jenna commençaient à se ressaisir, mais elles étaient prostrées. Toute cette histoire semblait insensée. Nous n'avons plus essayé de la raconter à la police ou aux journalistes. Personne n'y aurait cru. Et les autorités étaient évidemment prêtes à tout pour nous faire taire. Bientôt, nous avons quitté le pays pour de bon. Mais la nuit, nous faisons des cauchemars. Des gens avec des bras tendus, de l'eau noire qui scintille dans les profondeurs, et le visage du président qui se tient dans un bain de sang pour prolonger son pouvoir. Peut-être qu'aujourd'hui encore, quelqu'un voit une lueur pâle sur le Baïkal sans se rendre compte de ce qu'elle signifie. Les touristes se promènent, prennent des photos, et en bas, sous la colonne d'eau, une ancienne transaction se poursuit. Alors, si vous avez la chance d'être près du Baïkal et que vous remarquez soudain une lumière étrange la nuit, essayez de vous éloigner et ne vous laissez pas emporter, car là où l'abîme de l'eau se confond avec l'obscurité, une personne peut ne pas avoir une seule chance de revenir.